Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 21 février, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Le syndicat Force Ouvrière 52 monte au créneau contre la gestion du groupement hospitalier Cœur Grand Est. Entre modification des RTT et inquiétude pour les EHPAD, les syndicats réclament des réponses. C'est un son qui ravit de nouveau les Barisiens. Les cloches de Notre-Dame de Bar-le-Duc retentissent après 2 ans de silence. Nous avons suivi celui qui veille sur elles. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Alors pour sensibiliser les étudiants infirmiers à cette thématique, un distributeur de protection menstruelle a été installé à Saint-Dizier. Quels sont les impacts de l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes? C'est une question de société qui revient très souvent. Eh bien, des étudiants de Bar-le-Duc ont mené une étude sur le sujet. On en parle avec nos invités à la fin de ce journal. Comme partout en France, la situation dans les hôpitaux et les EHPAD est tendue en Haute-Marne. Ce vendredi, le syndicat Santé Force Ouvrière 52 a tenu une conférence de presse pour soulever plusieurs problématiques concernant le groupement hospitalier Cœur Grand Est. Les détails avec Gaël Bossu et Célia Richard. Une conférence de presse pour une situation qui n'est plus tenable. Ce vendredi, le syndicat Force Ouvrière 52 a une nouvelle fois dénoncé le contexte au cœur du groupement hospitalier Cœur Grand Est. En tête des revendications, certaines modifications du système de temps de travail. Selon les syndicats, le groupement hospitalier souhaite changer les règles des RTT. À l'hôpital de Joinville, par exemple, une modification récente du système des jours de repos compensatoires a été proposée. On ne voit pas au jour d'aujourd'hui pourquoi le directeur remet en question cet acquis qui n'est pas un avantage plus qu'autre chose. Le directeur, si c'est son cheval de bataille de créer du conflit entre les équipes, nous, c'est pas ça. Nous, on voudrait apporter quand même des soins de qualité. On est soucieux de nos résidents. C'est grâce à eux qu'on a du travail. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu au calme et à la sérénité dans nos établissements. Une pétition a été lancée à l'hôpital de Joinville pour revenir au repos compensateur de 2024. Le deuxième point sur lequel les représentants du syndicat ont souhaité insister, c'est la situation préoccupante dans les EHPAD de tout le département. L'exemple de celui de Sommevoire a été mis en avant. Malheureusement, c'est comme un peu partout en France, on manque d'infirmières et d'aides-soignants dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Cela alourdit fortement les difficultés concernant les conditions de travail. Avec moins de monde, on revient plus souvent, donc soit on fait des heures supplémentaires, ou alors on supprime du nombre de personnel au quotidien. Au lieu d'être 4, on est 3 par exemple. Comme il n'existe pas pour l'instant d'effectifs minimum dans ces services-là, le directeur peut décider que pour 50 résidents, il n'y ait que 2 aides-soignantes par exemple. Enfin, la fusion de tous les hôpitaux du GHT sous forme d'un groupement hospitalier public a été là aussi remise en question. La crainte d'une gestion centralisée autour du directeur du GHT a été soulevée. Le GHT Cœur Grand Est n'a pas pu être présent à cette conférence, mais devrait réagir d'ici quelques jours. Tout autre chose désormais. Depuis plus de 2 ans, les cloches de Notre-Dame de Bar-le-Duc sont restées silencieuses. L'église était en travaux et donc pour ne pas gêner les ouvriers, aucune cloche n'était activée. Depuis maintenant quelques jours, elles peuvent de nouveau retentir et la seule personne qui peut s'occuper de la programmation de ces instruments, c'est Alexandre, un passionné que Léo Martin a suivi. C'est un son bien connu des Barisiens. Pour entendre ces cloches, tout se passe sur ce boîtier. Quelques boutons et le tour est joué. Depuis plusieurs années, Alexandre programme toutes les cloches des églises de Bar-le-Duc. Oui, on a simplifié en fait l'apparence de l'appareil pour, suivant qu'il s'agisse d'une messe, d'un mariage, d'un baptême ou d'un enterrement, il suffit juste d'actionner le bouton et puis de faire marche et puis la sonnerie se met en marche de façon automatique. Voilà, et elle s'arrête toute seule. Ensuite, pour la partie programmation, là on complique un petit peu les choses, voilà. Des boutons qui vont de numéro 1 à 10 qui correspondent en fait chacune un bouton, une cloche, en sachant que le numéro 1 correspond toujours à la plus grosse cloche de l'ensemble. Pour les admirer, il faut monter à 58 mètres de haut. Ici, 8 cloches forment le petit orchestre de l'église. Un nombre important pour un édifice religieux dans la Meuse. En temps normal,
Seules ces 3 petites cloches fonctionnent quotidiennement. Donc c'est les cloches qui ne se balancent pas, qui sont tout simplement sonnées par l'intermédiaire d'un marteau, d'une pièce mobile qui est sur le côté actionnée par un moteur, ce qui permet de faire sonner les cloches, et elles constituent la sonnerie des quarts d'heure et des heures, en sachant que c'est la plus grosse qui se situe au-dessus, qui sonne les heures. Depuis tout petit, Alexandre est passionné par le son. Il est l'un des rares sonneurs de cloches dans la Meuse. Dans ce clocher, la plus grosse pèse 4,5 tonnes. C'est un ensemble campanaire assez important, 8 cloches. Et puis bon, ma préférée, je pense que je vous en ai déjà longuement parlé. Voilà, ça va être bien sûr le bourdon de cette église, seul bourdon, en tout cas dans les environs. Et puis voilà, qu'on essaye de préserver surtout. Tout est automatisé depuis 2007, avec les différents moteurs et un système de volée, ce qui fait sonner les cloches. Pendant les rénovations de l'église, les cloches n'ont pas sonné pendant 2 ans. Aujourd'hui, elles retentissent de nouveau pour le plus grand plaisir de se passionner. C'est un grand plaisir de pouvoir les réentendre depuis lundi, donc matin, depuis l'Angélus de 7h05 où elles ressonnent suite aux travaux. Et c'est de nouveau un grand plaisir de pouvoir les faire sonner et puis de pouvoir les entendre. Aussi le carillon aussi va aussi reprendre du service. Carillon qui est composé également de 36 mélodies où un air est attribué à chaque temps liturgique ou à chaque fête du calendrier liturgique. Alexandre s'occupe aussi des cloches de 3 autres églises à Bar-le-Duc, comme celle de Saint-Jean ou encore celle de Saint-Étienne. Depuis quelques mois, l'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier a lancé un distributeur de protection hygiénique. Le but est de sensibiliser les étudiants et les visiteurs. C'est aussi une façon de faire de la prévention autour de l'endométriose, cette maladie de plus en plus médiatisée mais encore méconnue. Janice Gallard était présente le jour de l'inauguration. Il s'agit d'une rediffusion. C'est un outil que peu d'établissements ont installé. Ce mardi, à l'occasion de la journée de sensibilisation à la précarité menstruelle et à l'endométriose, l'IFSI de Saint-Dizier a inauguré un distributeur gratuit de protection hygiénique. Un nouveau pas pour l'établissement contre la précarité menstruelle. C'est 3 millions de femmes en France qui disent manquer d'accès aux protections périodiques par manque de moyens financiers. Lors de cette journée, plusieurs stands abordaient cette thématique. On l'a intitulé « Au-delà des apparences ». L'idée, c'était de présenter aux élèves les différents matériaux qui pouvaient être utilisés par les femmes pour se protéger en période donc, de règles. Donc, quels que soient, on va dire, les pays, mais aussi par rapport à l'histoire. L'occasion de parler de l'endométriose, une maladie chronique qui touche les femmes âgées de 13 à 53 ans. Un combat de chaque jour pour celles qui en souffrent. L'endométriose s'est propagée, des lésions de plus en plus importantes avec des kystes, des nodules. Et suite à ça, cette année, en mai 2024, je me suis fait opérer carrément. On a dû enlever l'utérus et toutes les lésions. C'est très compliqué à le vivre, dû aux douleurs, parce que les douleurs, plus la maladie grandit, plus les douleurs sont importantes. Donc ça se traduit par les maux de tête, des courbatures, des douleurs dans les jambes. Il y a des jours où on n'a pas envie de se lever, le moral est à zéro, la vie de couple en prend un coup aussi. Tout le temps où j'étais réglée, en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie que j'ai pas fait et j'ai pas voulu entreprendre à cause de ça parce que c'est handicapant en fait. Vous dites je vais prévoir un week-end, si vous êtes malade, vous n'allez pas profiter du week-end. Le sport, on n'en parle pas. Certaines activités que je me suis refusée à faire ou entreprendre, c'est handicapant, ça gâche un petit peu la vie. Malgré les sensibilisations autour de cette maladie, les diagnostics restent encore difficiles. Il y a toujours de retard. Actuellement, on a de retard de diagnostic d'endométriose. Parce que le premier signe, c'est de douleur abdominale, douleur pelvienne. Elle peut ressembler à douleur intestinale, douleur infection urinaire. Et aussi, les jeunes femmes, ils ne savent pas, est-ce que c'est douleur de règles, endométriose. L'endométriose touche une femme sur 10 en France. Désormais, les prises en charge se font de plus en plus tôt. Avant, c'était des patientes souvent qui étaient plutôt vers la trentaine, 30-40 ans, qui souffraient de douleurs et qui avaient une errance d'à peu près 10 ans, une errance médicale de 10 ans. Maintenant, comme il y a une sensibilisation et qu'on en parle un petit peu plus grâce à tout ce qui est associatif et même dans la culture générale et qu'on en parle, les patients viennent de plus en plus jeunes et c'est même des mères qui amènent leurs filles pour justement qu'on prenne le plus tôt possible en compte ces douleurs.
endométriose ou pas, mais en tout cas qu'on prenne en charge ces douleurs. Pour l'Institut de formation en soins infirmiers, il est important que les élèves soignants soient sensibilisés sur la question pour favoriser une meilleure prise en charge des malades. On reste dans le domaine de la santé. Ce jeudi soir, nous avons reçu 2 étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers, cette fois-ci de Bar-le-Duc. Ils nous ont présenté leur étude sur l'utilisation des réseaux sociaux par les collégiens. C'est une interview signée Paul Deswatines. Ce soir, nous recevons Louise Oquet et Raphaël Malfilâtre. Vous êtes tous les deux étudiants en 2e année à l'IFSI de Bar-le-Duc. Bonsoir à tous les deux. Alors, nous vous recevons ce soir car vous avez réalisé une enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, par les collégiens de 6e. Quelle est la grande conclusion de votre rapport ? C'est une conclusion assez satisfaisante, étant donné qu'on a remarqué que sur l'ensemble, ils avaient une assez bonne utilisation des réseaux sociaux et des écrans, due à une sensibilisation en amont de notre venue. Oui, ils sont plutôt avertis, ils contrôlent leur utilisation malgré tout. Voilà, c'est ça, ils ont déjà été sensibilisés bien avant, quand ils étaient durant l'école primaire, mais les parents aussi imposent des limites, puis il y a un contrôle parental aussi qui permet de gérer tout ça. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats ? Pas tellement, on pensait que ça allait être, il allait avoir un plus gros impact des réseaux sociaux et des écrans sur leur vie quotidienne, mais finalement on était assez surpris. Oui, parce que c'est 2 à 4 heures le week-end, l'utilisation en moyenne que vous avez relevée, et 1 à 2 heures en semaine, ça reste raisonnable. Vous vous attendiez à plus ? On s'attendait à plus, puis au final, quand ils nous ont expliqué que les 1 à 2 heures par semaine, c'était souvent pendant les temps de transport. Donc oui, on s'attendait à plus, mais au final, avec le protocole un peu de l'école qui disait qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le téléphone dans l'enceinte de l'école, bon, ça paraissait logique au final. Ouais, ça réduit aussi leur temps d'écran dans la journée. Et justement, qu'est-ce qu'ils font de leur téléphone dans ces 1 à 2 heures ? Vous avez parlé de réseaux sociaux, il y a messagerie aussi, j'imagine ? Oui, c'est surtout de la communication avec leurs amis, leurs parents, enfin leur famille, et des réseaux sociaux. Les 2 qui sont ressortis le plus, c'est Snapchat et TikTok. Donc vous avez réalisé cette enquête dans le cadre de vos études, vous êtes en 2e année à l'IFSI. C'était durant un stage de 3 semaines. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il y a eu une immersion, il y a eu des ateliers. On a commencé par... on a une unité d'enseignement qui s'appelle la santé publique. Durant nos cours, en fait, on a fait une démarche en santé à visée éducative et préventive pour apprendre un peu plus sur la population du collège. On ne savait pas qu'on allait avoir une classe de 6e. Donc on a étudié toutes les populations de la 6e à la 3e. De là, on en a relevé les problèmes prévalents, que ce soit l'alimentation, les réseaux sociaux et les écrans. Enfin, il y en avait plusieurs, l'harcèlement aussi. Et ensuite, on nous a donné notre lieu de stage. Donc on a été au collège André Theuriet à Bar-le-Duc. On a rencontré toute l'équipe pédagogique et c'est l'équipe pédagogique qui a choisi parmi nos problèmes celui qui voulait cibler. Donc la problématique des temps d'écran, des réseaux sociaux et du téléphone. Et donc cette première semaine de stage, vous avez été en immersion directement avec les collégiens, les 6e, et vous leur avez transmis un questionnaire. C'est ça, donc directement, une fois que le directeur de l'établissement nous a donné la thématique, on a mis en forme un questionnaire avec toutes les problématiques que pouvaient rencontrer les collégiens au niveau des écrans, mais aussi l'usage des écrans, combien de temps. Et voilà, au fur et à mesure, ils sont rentrés en classe, et puis, enfin classe par classe, puis ils ont rempli ce formulaire-là. Et ensuite, vous avez fait un petit peu de prévention, des ateliers notamment. Quels ateliers vous avez mis en place ? Alors, on en a mis 3 en tout. Le premier, c'était un emploi du temps d'une journée sans écran. Donc là, on a pu remarquer que c'était parfois compliqué pour eux de remplir complètement la journée. Le deuxième atelier, on avait mis deux feuilles bonnes pratiques et pratiques à risque, avec des cartes de situation. Par exemple, je mets le mot de passe le même mot de passe pour tous mes réseaux sociaux, à placer dans bonne pratique ou pratique à risque. Ça permettait de les éduquer sur tout ce qu'il fallait ou non faire. Et le troisième, on avait appelé ça jeu de scénario, c'était un jeu avec des vrais-faux, des mimes sur ce qu'on fait le matin, la première chose qu'on fait le matin en se levant. Et des fois, ils nous disaient qu'ils prenaient leur téléphone dès le matin, ou alors, c'était... C'était assez varié suivant les élèves. Vous les avez trouvés avertis sur leur utilisation du téléphone, sur ces ateliers de sensibilisation ? La plupart étaient tous avertis, oui. Après,
Certaines personnes, eux, étaient plus enclins à utiliser leur téléphone directement le matin ou alors jusqu'à très tard l'après-midi, très tard le soir, pardon. Mais ça restait très minime, c'était peut-être 1 ou 2 personnes par classe. Oui, donc vous avez interrogé environ 70 élèves, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça permet d'avoir quand même des chiffres qui sont assez conséquents. Est-ce que les résultats de votre enquête, de votre rapport, ils vont servir à quelque chose? Ils vont servir à l'établissement peut-être ou dans un autre cadre? Alors l'établissement a gardé tous nos actions mises en place, donc nos jeux. On avait fait aussi un grand poster avec tout ce qu'il fallait retenir de notre intervention. Donc ça, l'établissement l'a gardé histoire de l'afficher. Et pareil, l'établissement était assez surpris des résultats qu'on avait obtenus. Et ça a permis de le faire sur la classe de 3e pour comparer les résultats, les différents résultats. Et quel lien justement avec vos études? Vous avez parlé de santé publique tout à l'heure durant vos études. Quel est le lien entre le temps d'écran, les téléphones et la santé publique? Ça a un impact directement sur les élèves. Il y aura moins de sommeil. Il y aura moins de concentration en cours directement. En fait, tout découle de ça. Enfin, pas tout, mais on va dire qu'une personne qui reste très longtemps, qui va se coucher à 3 h du matin, que ce soit sur des jeux vidéo ou un téléphone, sera beaucoup moins concentrée en cours, suivra beaucoup moins, donc ce sera une sorte de déclin après. Est-ce que vous attendiez justement à peut-être plus de temps d'écran le soir ou plus de réseaux sociaux qui peut justement avoir un impact sur leur santé directe et leurs études au collège? Oui, on s'attendait... Le chef d'établissement nous avait prévenu de la fatigue des élèves en classe. Donc nous, on avait fait un peu le rapprochement en nous disant que c'était à cause des écrans et du temps passé dessus que ça pouvait engendrer de la fatigue. Et finalement, d'après notre analyse, on n'a pas... c'est excessif comme usage pour une classe de 6e, mais ça aurait pu être beaucoup plus conséquent. Quel conseil vous leur avez donné, on peut terminer peut-être là-dessus, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous regardent, peut-être aux parents mais aussi aux enfants, pour réduire sa consommation et son temps d'écran? C'est assez compliqué. Qu'est-ce que vous leur avez donné, par exemple, aux élèves? À la fin, disons qu'on leur a expliqué que le temps d'écran peut être récréatif, mais qu'il peut être éducatif aussi. Donc il fallait faire aussi un peu la part des choses. Mais voilà, c'est vrai que les écrans maintenant sont dans notre mode de vie tous les jours, on a besoin de les utiliser. Enfin besoin, c'est un grand mot, mais nous les utilisons tous les jours. Et ils font partie de nos vies, finalement. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et puis on vous souhaite bonne continuation dans vos études. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.